Oui, c'est vrai que nous avons souvent des discussions assez animées avec M. Bebin. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous arrivons toujours à échanger, donc c'est bien agréable. La raison, je pense aussi, pour laquelle nous arrivons à échanger, c'est que rien n'est simple. Je crois que Alain Bauer l'a bien expliqué. Les grandes opinions à l'emporte-pièce en matière de criminalité, c'est jamais très pertinent. Et le monde est complexe, les êtres humains sont complexes, les situations institutionnelles et juridiques sont complexes, et ça nous invite à réfléchir, évidemment. Alors donc, c'est vrai que Alain Bauer l'a dit, c'est vrai qu'on a un sujet qui est quand même très contentieux en France autour de la criminologie, avec souvent, et c'est d'ailleurs souvent là-dessus qu'on a échangé avec M. Bebin, souvent avec une focalisation très politique en fait sur ce débat, c'est-à-dire un peu comme si la criminologie était un sujet de droite ou de gauche, dont le choix entre l'un et l'autre devait se connoter politiquement. On est contre si on est à gauche, on est pour si on est à droite. Enfin, c'est la vision, vous me pardonnerez d'être un peu caricaturale, mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que le débat s'était présenté. Et c'est surtout là-dessus, en fait, que nous arrivons à nous retrouver, puisque nous trouvons ce positionnement-là est quand même complètement stérile, ne fait pas avancer les choses. Et d'ailleurs, on a vu ce qui s'est passé récemment. Alors, c'est vrai que c'est un trait culturel quand même un petit peu ça, c'est-à-dire que on est en France quand même dans un... Souvent, j'ai tendance à dire que tout est politique en France, même les corps aux pieds, et c'est un peu le cas aussi de la criminologie. On a du mal à envisager une problématique sans la connoter politiquement. Or, les politiques, monsieur Bauer le disait à l'instant, alors moi je serais moins charitable que vous, le diesel je crois que c'est encore trop rapide et presque trop intelligent. Moi je glissais à l'oreille de monsieur Bebin plutôt Anne Batté, vous voyez, donc à la fois pour jouer sur quand même le manque de profondeur de champ, et puis aussi sur le fait que ça avance particulièrement lentement, et sur les facultés et sur les applications pratiques. Mais je pense que ça tient en fait que nos politiques, vous savez, ils raisonnent sur la base de fiches A5, les petites fiches que leur font leurs petits techniciens et chercheurs, et voilà, donc sur une feuille A5, vous tenez, il suffit de, nous allons donc, et puis ça fait 3 lignes, et vous avez résolu un problème et vous l'avez simplifié. Moi je crois que c'est ça la grande difficulté finalement. Or la criminologie finalement, elle permet d'obliger les politiques à se confronter au réel et de se confronter aux faits. Dans les pays où la criminologie est développée, je ne vais pas vous dire que les politiques ne racontent pas de bêtises, parce qu'ils en racontent partout, mais au moins quand ils disent une bêtise, il y a une confrontation, il y a un débat, il y a des scientifiques qui prennent la parole et qui sont interrogés dans les médias classiques et qui peuvent soulever ces absurdités. Donc ça c'est quelque chose qui est quand même particulièrement important. La criminologie, elle permet aussi d'avoir une application, toute une série d'applications pratiques. Moi, je vais parler surtout de ce que je connais dans un instant, mais de déterminer ça marche, ça ne marche pas, ça, si on met ça en œuvre, ça ne va pas marcher, donc on va perdre de l'argent. On est en période de crise économique, il y a aussi cette dimension qu'il faut, à mon sens, inclure. Dépenser de l'argent à perte, comme on le fait depuis un certain nombre d'années, sur des choses dont on suppose, dans certains cas, et dont on sait dans d'autres qu'elles sont inefficaces, me paraît être absolument délirant dans notre contexte. Alors moi je vais me concentrer sur le domaine que je connais le mieux, qui est celui de l'exécution des peines, en effet, à la fois sur le plan juridique et sur le plan criminologique. Et il se trouve que c'est un champ, l'exécution des peines, dans lequel on a eu énormément de travaux sur le plan criminologique. Exécution des peines, c'est le mot français, parce qu'on l'a abordé surtout sous l'angle juridique, mais on parle de probation, notamment dans le contexte international. Alors, sur ce sujet, en France, nous ne savons pas dire ce qui fonctionne. C'est-à-dire que nous ne savons pas si ce que nous faisons en France, tel que nous le faisons, marche. La probation, c'est à la fois comment suit-on les gens qui sortent de prison, mais également comment suit-on les gens qui sont condamnés à des peines alternatives. Donc on a différentes catégories de personnes, du plus sérieux au moins sérieux, moins grave. Mais nous ne savons pas si nos pratiques françaises, nos modes de suivi fonctionnent, parce qu'il n'y a jamais eu de recherche avec des méthodologies valables qui aient été mis en œuvre dans notre pays. On a des travaux étrangers, donc on a des raisons sérieuses de penser que ce que nous faisons n'est pas formidable, mais il faut toujours tenir compte du contexte culturel. Il y a un champ de la criminologie qui est de la criminologie culturelle, c'est une dimension importante. Il y a un contexte institutionnel, un contexte juridique qui varie d'un pays à l'autre, ce qui fait qu'il serait important qu'on réplique les recherches étrangères pour voir ce que ça donne chez nous. On ne sait pas donc si ce que nous faisons est inefficace, on ne sait pas si non plus si c'est neutre, et il n'est pas du tout impossible que nous ayons effectivement des pratiques qui soient nuisibles. Il n'y a pas de recherche scientifique en France, là je ne vais pas revenir sur ce sujet, on en a déjà parlé. En plus on vient de se couper l'herbe sous le pied en supprimant
la création d'un vivier potentiel de chercheurs à l'avenir. Nous avons des instituts en effet, mais des instituts qui travaillent sur des champs précis, isolés, et qui ne produisent pas, ou comme disait Alain Bauer, ne se reproduisent pas, puisqu'ils ne permettent pas de générer, de créer des doctorants, etc., qui ensuite viendraient développer ces disciplines. Alors finalement, ce qui nous manque, c'est d'abord de faire preuve de rigueur scientifique. Dans ce domaine, donc, en particulier, on sait, puisque je le disais, il y a une abondance de recherche, on sait à peu près ce qui fonctionne. On sait ce qui fonctionne, et des pays comme l'Angleterre, le Pays de Galles, mais également aussi, alors les Pays-Bas sont les pays les plus forts dans ce domaine-là à l'heure actuelle en Europe, mais on trouve bien sûr la Belgique aussi, on trouve, mais j'ai mis la Roumanie, mais il y a d'autres pays de l'Est, sachez que les pays de l'Est nous ont dépassé largement dans l'importation de connaissances pratiques, puisque émergents après la chute du mur, ils repartaient de zéro pour créer des services de probation en particulier, et donc eux spontanément se sont tournés vers ce qui marche. Nous n'avons pas du tout cette démarche. Donc nous savons qu'un certain nombre de choses fonctionnent, et c'est des choses qui sont mises en place ailleurs. Parmi les choses qui fonctionnent, j'ai mis quelques exemples très connus à l'étranger. Il y a ce qu'on appelle le mouvement What Works, qui est né en fait, si vous voulez, d'un constat qui a été fait dans les années 70, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais selon lesquels les méthodes classiques de suivi ne fonctionnaient pas. Globalement, en tout cas, ne fonctionnaient pas. C'est plus compliqué, mais globalement, ne fonctionnaient pas. Et à partir de là, on a développé un champ de recherche essayant de déterminer si ça ne marche pas, qu'est-ce qui marche. Donc What Works, j'ai oublié le point d'interrogation d'ailleurs, qui est rattaché à cette école, signifie qu'est-ce qui marche. À partir de là, on a eu un certain nombre de travaux, notamment ceux que je cite là, Andrews et Bonta. J'ai cité l'édition de 2010, mais tout ça est parti du milieu des années 90, donc c'est assez récent quand même. Différentes recherches ont montré que on peut, par ce qu'on appelle des programmes, améliorer très significativement la récidive des gens qui sont suivis en milieu ouvert. Donc je répète, les peines alternatives et les sortants de prison. Très significativement, on a une bonne intervention par un programme, c'est 30% de réduction de la récidive, ce qui est considérable. Et les meilleurs programmes vont jusqu'à 50%. Donc c'est ce qu'on a appelé l'ère des programmes, c'est-à-dire tous les pays ont voulu des programmes. Dans ces programmes, on met quoi, en gros je vais simplifier. On met en gros ce qu'on appelle des techniques cognitives et comportementales, c'est-à-dire qu'on va essayer de corriger les erreurs cognitives des délinquants. Un exemple, on vous bouscule à la queue d'un cinéma, vous trouvez que la personne est maladroite, bon, vous ne faites pas trop attention. Quelqu'un qui a un tempérament impulsif et délinquant, il va plutôt immédiatement considérer que c'est une agression. Ça, c'est déjà une erreur cognitive, puisque ce n'était pas une agression. Et la deuxième, c'est qu'on résout ce genre de problème en donnant un coup de poing, par exemple. Deuxième erreur cognitive. Bon, ça se travaille. On peut parfaitement agir sur la première et la deuxième, et puis par des programmes qui ne sont pas si compliqués que ça d'ailleurs. L'aspect cognitif et comportemental, mais dans ces programmes, il y a aussi d'autres choses. On va jouer sur ce qu'on appelle les risques et les besoins. Bon, par exemple, sur les failles psychosociales de la personne. Dans la délinquance, on a souvent, on l'a évoqué tout à l'heure d'ailleurs, l'absence d'emploi, le fait de ne pas avoir un niveau scolaire effectivement suffisant, et donc on ne trouve pas des moyens normaux de fonctionner dans nos sociétés, des troubles du comportement, etc., des addictions. Donc on règle les problèmes qui ont un lien, bien sûr, avec le passage à l'acte. On ne s'intéresse pas, par exemple, à l'insomnie, puisque ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme étant un élément moteur du passage à l'acte, ni la dépression d'ailleurs, mais on va s'attacher spécifiquement à ce qui est pertinent en termes de passage à l'acte. Là aussi, on peut s'appuyer sur des études qui ont permis de montrer que tels facteurs sont pertinents, d'autres ne le sont pas. Alors les programmes, c'est remarquable, et ça serait formidable qu'on en ait en France, mais il faut faire extrêmement attention. Moi, j'appelle ça la Rolls-Royce. Le Rolls-Royce, c'est magnifique, mais c'est très compliqué sur le plan mécanique. Les programmes, c'est un peu la même chose. Il y a un certain nombre de difficultés avec les programmes. La première, c'est qu'il nous faut des scientifiques qui vont accréditer les programmes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre un programme sur le marché comme ça. Il faut que le programme réponde à ce que la théorie What Works a démontré comme fonctionnant. Donc il faut qu'on soit dans un certain nombre de clous pour que la mécanique fonctionne. Et si on n'est pas dans cette mécanique, le programme ne marchera pas. Donc il faut qu'un panel de scientifiques qui connaissent ces techniques accrédite le dit programme. En France, qui pourrait constituer ce panel? Personne. Quasiment personne. Donc on aurait déjà cette première difficulté. La deuxième,
c'est qu'on s'est rendu compte que pour que ces programmes fonctionnent, il faut ce que j'appelle un leader charismatique, enthousiaste et convaincu. C'est-à-dire un cadre qui, dans par exemple un service de probation, va être capable de porter ses troupes, de les convaincre que ça marche, de porter le projet, etc. Ça, c'est pas ce qu'on a en rayon chez nous, hein, pour reprendre la terminologie d'Alain Bauer, on n'a pas ça chez nous. On a plutôt des managers que des leaders. C'est une grosse problématique, l'encadrement dans nos services de probation. On a réfléchi en termes de management, mais pas en termes de leadership. La deuxième difficulté, c'est que ces programmes, lorsqu'ils sont proposés en trop grand nombre, c'est ce qui s'est notamment passé en Angleterre. Tony Blair, qui a été quelqu'un d'extraordinaire de ce point de vue-là, il a dit « plus jamais de méthode qui ne marche pas, je ne finance plus ». Bon, je rêve d'un truc comme ça chez nous. Bon. Mais le problème, c'est que du coup, les politiques, je répète, le système de pensée, c'est la fiche A5, hein, donc simplification, tout le monde dans les programmes, il nous faut du programme. Le résultat qui s'est produit, c'est qu'on a voulu faire du chiffre. D'ailleurs, on a donné des objectifs chiffrés au service de probation. Ils ont fait rentrer un peu tout le monde. Et il s'est passé que les taux d'attrition, c'est-à-dire les gens qui rentrent dans le programme mais en sortent en cours de route, parce qu'ils reprennent le chemin de la délinquance, ils prennent de la drogue, ils disparaissent, enfin peu importe, ou ils recommettent une infraction. Ces gens-là, en fait, on s'est rendu compte, maintenant on le sait bien, ils ont des résultats en termes de récidive plus mauvais que ceux qui ne sont pas rentrés dans les programmes. C'est-à-dire ceux à qui on n'a pas proposé de programme. Donc ça, c'est très inquiétant quand même. Ça veut dire qu'il faut cibler aussi parfaitement les gens qui rentrent dans les programmes, sinon on produit de la récidive. Vous doutez bien qu'en France, on ne serait pas capable de détecter ceux qui relèvent du programme, parce que pour ça, il nous faut des outils actuariels, il nous faut des outils valables et ça c'est... On n'a pas de programme sans outils actuariels, hein. Il nous faut des outils valables pour pouvoir déterminer qui peut relever d'un programme ou qui peut relever de tel programme, puisque bien sûr il y en a de multiples, ou plutôt de tel autre. Ça, on ne saurait pas faire non plus. Puis le dernier point, c'est l'intégrité. L'intégrité d'un programme, c'est, comme je disais, le respect des règles théoriques, structure théorique de ce qui marche. J'utilise souvent l'image de la conduite automobile. On a tous appris à conduire. Au début de nos temps de conduite, on connaît tous les panneaux par cœur, n'est-ce pas ? On se souvient qu'il faut regarder à droite, à gauche et dans son rétroviseur. Puis au bout d'un certain temps, tout ça est oublié. Il nous reste un tiers de panneaux dans la tête, ceux qu'on voit le plus souvent. On tourne le volant comme on veut et pas comme on nous a appris, enfin et ainsi de suite. Ça, c'est un phénomène mental classique. Le cerveau humain, il procède par élimination et il ne reste plus au bout d'un moment qu'un certain nombre de données. C'est ce qui se passe avec les programmes aussi. Les agents de probation finissent par élaguer un certain nombre d'éléments importants des programmes, n'en retiennent que certains. Et résultat, le programme dévie par rapport à la structure Works que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, pour corriger ça, il faut remettre de la formation. De même que nous devrions normalement reprendre des cours de conduite assez régulièrement pour être de bons conducteurs. C'est la même chose. Et donc, ça, malheureusement, je doute que nous serions capables de financer cet aspect maintenance. En d'autres termes, c'est ce qui marche le mieux, mais ça ne correspond pas, vous voyez, l'aspect culturel et institutionnel, ça ne correspond ni à notre contexte culturel, ni à notre contexte économique, ni à notre contexte institutionnel. Alors, à mon avis, il est donc plus prudent d'investir dans ce qu'on appelle les skills ou les pratiques correctionnelles centrales. C'est quoi ? C'est en fait un autre champ d'études qui va étudier, en comparant des agents de probation différents dans un même service, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats en termes de récidive. Et il y a des énormes différences entre l'agent de probation A, le B et le C dans un même service. Quand on s'est ensuite attaché à déterminer pourquoi l'agent A était meilleur que l'agent B et l'agent C, on a dégagé toute une série d'éléments qui sont extrêmement intéressants et qui ont eux aussi généré un champ de recherche maintenant extrêmement bien nourri. On sait par exemple qu'il faut avoir des techniques de communication bien précises. User la menace, c'est tentant hein, avec certains, mais user de la menace, ça ne marche pas. Au contraire, ça produit de la récidive. Donc il faut obtenir l'adhésion de la personne. Il y a par exemple des techniques dites d'interview motivationnelle, qui sont des techniques de communication, qui vont permettre de faire prendre conscience à la personne de ses ambivalences. Elle a envie d'arrêter, mais elle a peur d'arrêter, par exemple, la délinquance. Elle a envie parce qu'elle veut une vie normale, elle en a marre d'aller en prison, oui, mais en même temps, elle est dépendante émotionnellement de ses copains, elle n'a pas trouvé une femme qui va lui dire « Attention, hors de question que j'accepte ce genre de vie délinquante », on sait que les hommes arrêtent aussi beaucoup comme ça. Bref, elle n'a pas vraiment tous les éléments. On va faire travailler sur ces ambivalences pour la faire avancer. C'est des techniques qu'on connaît d'ailleurs depuis longtemps dans le traitement de la toxicomanie, qui marchent aussi assez bien dans ce domaine.
Première chose, la résolution des problèmes. La résolution des problèmes, c'est une démarche extrêmement pragmatique qu'on va retrouver dans tout un tas de domaines de la criminologie. Monsieur un tel est délinquant, pourquoi? Parce qu'il a un problème d'addiction, parce qu'il a des troubles du comportement, parce qu'il a une famille à problème, et puis parce qu'il a un niveau scolaire dramatique qui ne lui permet pas de s'insérer. 4 problèmes, j'aurais pu trouver un autre exemple, hein. Il s'agit de travailler sur les différents points. Si vous ne travaillez pas sur les 4 problèmes, vous n'allez pas être efficace. Donc il faut dérouler les problèmes et les traiter de manière pragmatique. Les traiter en obtenant l'adhésion de la personne. On revient sur l'interview motivationnelle, hein, et en faisant en sorte que la personne soit à la fois on doit être dans un juste équilibre entre, il ne faut pas assister la personne, pas qu'elle soit passive, hein, mais il ne faut pas non plus la laisser se débrouiller toute seule comme on le fait chez nous, hein, sans lui apporter le moindre soutien concret. Il faut être dans un juste milieu entre les deux, où elle reprenne les rênes de sa vie. Un dernier élément qu'on a montré, c'est l'importance de ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, encore une chose qu'on connaissait bien en psychologie. Il y a des psychologues très efficaces, d'autres qui sont moins efficaces, en fonction de la qualité de la relation qu'ils vont nouer avec la personne. On ne parle pas de connivence, là. Il ne s'agit pas d'être bisounours et angélique, hein, c'est pas ça dont je parle. Il faut aussi savoir poser les limites. Hein. Bon. Poser les limites, mais être aussi quelqu'un de respectueux, etc. Bon. Donc c'est compliqué, hein, dans ces positionnements-là, qui sont contradictoires. Hein. Donc il faut des gens avec des qualités de communication particulières pour être capable d'être dans cet équilibre complexe. Comment est-ce qu'on met ça en bouteille? C'est difficile. Bah pour moi, ça pose la question, je ne vais pas le développer évidemment ici, mais on peut en discuter après, on doit repenser le recrutement. Nous, par exemple, nous recrutons des juristes comme agents de probation. Je suis juriste, je suis donc complètement schizophrène sur ce sujet. D'un côté, je dis à mes étudiants en droit, j'ai peur qu'ils ne trouvent pas de boulot, moi aussi. Hein. Bon. Vous savez, il y a aussi des travails intéressants, hein, dans les services de probation, donc ils passent les concours à cause de moi. Et puis ensuite, je dis aussi, dans ce type d'assemblée, il y a trop de juristes dans les services de probation, ils n'ont pas les qualités de communication et autres nécessaires. Il faudrait recruter des gens qui sont passés par des facultés de psychologie dans lesquelles il faudrait qu'on enseigne plus les techniques cognitives et comportementales au lieu de faire du freudisme et du lacanisme comme nous le faisons, hélas, depuis tellement longtemps. Un autre problème culturel profond qui explique aussi notre retard. Hein. Pas le temps de développer non plus là-dessus. Donc repenser le recrutement, mais repenser aussi la formation. La formation des agents de probation, qui est à nouveau juridique en grande partie, qui n'est pas concrète, qui n'est pas un prêt à fonctionner dans les services de probation. Bon, donc repenser la formation, problème absolument essentiel. Je signale en passant qu'il y a d'autres applications de ce champ criminologique, comme l'étude de la diversité. Juste un exemple passionnant. Les Anglais ont exporté en Roumanie un programme. Les Roumains, je vous ai dit, ils sont absolument pragmatiques. Qu'est-ce qui marche ? Je prends, ça m'intéresse. Ils ont donc récupéré un programme anglais. Ils se sont rendus compte, parce qu'ils évaluent, contrairement à nous, que leur programme ne marchait pas chez les Roms. Tiens, pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez les Roms? C'est pas parce que les Roms ont une constitution cérébrale différente des Roumains de souche, non. C'est parce qu'en fait, ils ne reconnaissent pas la légitimité de la justice pénale roumaine, pour des raisons évidemment historiques, culturelles et autres, et leur contexte situationnel dans ce pays. Qu'ont fait les Roumains pragmatiques à nouveau? Ils se sont adressés aux Anglais fournisseurs de la technologie en disant « Vous ne pensez pas que ce serait intéressant qu'on fasse appel à la culture rome, dans laquelle les grands-pères et les grands-mères sont des gens importants, et que l'on double l'agent de probation roumain, qu'on fasse venir le grand-père ou la grand-mère à côté, et qu'il soit donc dans l'entretien individuel avec le rome délinquant ». Le résultat, on n'a pas les évaluations complètes encore, mais on sait que, en tout cas, le résultat est meilleur que si vous mettez seulement un agent de probation roumain. Ça, c'est quand même intéressant. J'aurais pu donner plein d'autres exemples. Sur les femmes aussi, les femmes sont plus sensibles, par exemple, à l'entretien individuel qu'au groupe de parole. Enfin, voilà, on sait énormément de choses là-dedans aussi. Petite pause publicitaire. Une petite pause publicitaire. Effectivement, Alain Bauer a parlé de l'enseignement à Reims. Donc, j'en profite pour vous dire que nous créons à Reims un diplôme européen spécialisé dans la criminologie appliquée à la probation, ce dont je parle là, avec 15 partenaires universitaires et institutionnels européens. Il y a par exemple les services de probation norvégiens, du Luxembourg, les nôtres aussi. On a des facultés néerlandaises, anglaises et écossaises. Et donc on va former à toutes ces techniques les agents de probation, mais aussi les étudiants classiques. Donc j'espère que, et de manière pratique, avec des méthodes d'enseignement non françaises, n'est-ce pas Alain Bauer, où on ne terrorise pas les étudiants et on leur fait faire des exercices pratiques. Bien. Donc tout ça va être mis en place à la rentrée 2013-2014. Donc fin de la pause publicitaire. Une autre chose, c'est que
un autre champ d'étude dans la criminologie appliquée à la probation, c'est l'école de la désistance. L'école de la désistance, c'est très intéressant. Il s'agit de déterminer pourquoi les gens arrêtent la délinquance. Nous, on se pose bien sûr beaucoup la question de savoir pourquoi ils commettent des infractions et pourquoi il y a de la récidive. Mais c'est très intéressant de se demander pourquoi il y a des gens qui arrêtent. Comment arrêtent-ils? Parce que si on arrive à isoler ce qui marche, là aussi, on va pouvoir produire évidemment des techniques de traitement. Ce champ de recherche est en pleine émergence. On n'a pas encore beaucoup d'applications pratiques, mais on commence à bien comprendre le processus par lequel les gens arrêtent la délinquance. Processus social, processus familial, mais aussi processus cognitif. Par exemple, un chercheur qui s'appelle Maruna, il a bien montré que c'est une reconstruction de l'identité. Les gens vont quitter progressivement, comme une mue, leur identité de délinquant pour avoir l'attitude d'un Français qui se lève tôt, pour reprendre le discours de notre président antérieur. Alors, ce que montrent aussi des recherches, je ne parle que de recherches sérieuses méthodologiquement ici, notamment Farrell en 2002, il a montré sur la base d'une très très grosse cohorte que quand on fait de la probation, il ne faut pas oublier le travail social. Alors on va peut-être me targuer d'être bisounours à nouveau, mais non, il ne s'agit pas du travail social à la papa, où on est gentil avec le monsieur, c'est pas ça du tout. Il s'agit encore d'être dans la résolution des problèmes. Les problèmes sociaux existent, il faut les résoudre, sinon vous n'avez pas de résultats sur telle ou telle personne. Ceux qui font ça en probation ont des meilleurs résultats en termes de récidive que les agents de probation qui restent dans leur bureau, qui ne parlent pas aux délinquants qui sont devant leur ordi. On en a beaucoup en maison, des comme ça. Et le monsieur doit se débrouiller tout seul pour trouver un emploi, pour se former, alors qu'il est pratiquement illettré, il a des problèmes de comportement, il ne s'est jamais levé le matin depuis des années parce que ses parents ne l'ont pas obligé à se lever pour aller à l'école, et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail à faire. Bien, alors le dernier point, combien de temps je dispose encore? Ça va? Alors un autre point extrêmement important aussi à mon sens, c'est qu'on a totalement perdu, je ne sais même pas si on l'a déjà eu d'ailleurs, parce que discutant avec des économistes, j'ai appris que c'était, paraît-il, dans la culture française que de ne pas savoir travailler ensemble. Et c'est vrai que dès l'école, on travaille chacun de manière isolée, on a une note individuelle, on fait notre petit travail tout seul, on est en compétition avec les autres, si tant est que ça nous intéresse en tant qu'élève, et on n'apprend jamais, ou quasiment jamais, à travailler de manière collective. Bon, ça se traduit sur le terrain. Prenez l'affaire Pornic par exemple. Dans l'affaire Pornic, parmi de multiples ingrédients, c'en est un, parmi les ingrédients dans l'affaire Pornic, on a eu une absence de communication entre les services de probation travaillant dans la prison, avant que Meillon soit libéré, et le service de probation travaillant en milieu ouvert, quand Meillon a été libéré. L'information n'a pas circulé, c'est pourtant le même service, c'est le même corps, mais ils ne travaillent pas ensemble. Hallucinant quand même. Donc l'information essentielle relative à la dangerosité de cette personne, il avait quand même agressé sexuellement ou tenté d'agresser sexuellement un co-détenu, n'est pas passée. Ça, c'est l'affaire Meillon. L'affaire Chloé, actuelle. L'un des éléments dans l'affaire Chloé, c'est quoi? C'est un agent de probation qui, certes, communique l'information au JAP comme quoi la personne dangereuse qui devait se présenter au service d'insertion et de probation ne s'est pas présentée, mais l'agent de probation envoie un fax. C'est relativement fiable les fax, mais en l'espèce, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était un problème. L'autre problème, c'est que le JAP n'a jamais reçu le dossier. Ça, c'est les problèmes de courrier dans les tribunaux. Bon. Mais en l'espèce, si on avait eu une vraie communication, c'est-à-dire si c'était des gens qui avaient eu l'habitude de travailler ensemble, quand vous avez le cas de quelqu'un d'extrêmement dangereux, vous prenez votre téléphone. Alors, l'agent de probation, l'espèce, n'a pas commis de faute professionnelle, objectivement. Le JAP non plus. Mais si on est dans un contexte de communication entre gens qui se connaissent, qui se côtoient, qui se respectent, ils prennent leur téléphone quand il y a une urgence. Pas sur un dossier lambda, là l'informatique ou le fax suffit. Mais sur un dossier comme ça, on veut être sûr qu'à l'autre bout, la personne réponde et soit consciente du problème. Et ça, il y a une affaire Sonex aussi en Angleterre. Vous savez, les deux jeunes Français qui ont été assassinés à Londres dans des conditions particulièrement gore. Et là encore, on retrouve des problèmes de communication entre services. Donc quand même, on dit quoi? La communication, c'est un problème criminologique? Ben oui, c'en est un. Il y a beaucoup de travaux sur la communication entre services, avec la démonstration que c'est compliqué. Par exemple, quand vous faites travailler en commun des gens qui n'ont pas la même culture professionnelle, en Angleterre, on se pose la question du travail en commun entre police et probation, par exemple. Mais dans certaines circonstances, c'est indispensable qu'ils communiquent. Mais les services de probation, même anglais, sont plus dans le travail social, sont méfiants par rapport à la police.
La police regarde les agents de probation comme étant des doux rêveurs, pas très rigoureux. Donc vous avez des gens qui se regardent avec méfiance, qui ne communiquent pas. S'ils communiquaient, les informations sensibles circuleraient et on éviterait des drames. Donc c'est vraiment pour moi un sujet absolument essentiel. J'appelle ça all hands on deck, toutes les mains sur le pont, parce que dans les expériences qui ont été évaluées, de choses qui sont vraiment très très efficaces, on retrouve quoi? On retrouve du travail multipartenariat. Par exemple, j'ai mis quelques exemples. On a par exemple MAPA en Angleterre. MAPA, c'est un système de partenariat entre des institutions de divers types, effectivement police, services de probation, juridiction, mais également des thérapeutes, tout ce qui est susceptible d'intervenir autour du traitement et de la prévention de la récidive sexuelle. Quand quelqu'un se retrouve en milieu ouvert, un délinquant sexuel se trouve en milieu ouvert, d'abord on évalue son risque et on répartit en catégories et degrés de surveillance différentes, mais surtout on a développé cette culture du travail en collaboration, et on travaille d'ailleurs aussi sur les causes, les difficultés du travail en collaboration, et MAPA est cité dans le monde entier comme étant un exemple de réussite sur ce type de problématique. Les Anglais en sont d'ailleurs pas satisfaits, ils sont très puristes sur le plan criminologique, et donc ils disent, oui, on pourrait encore mieux communiquer, c'est probablement la chose qui, encore une fois, mériterait d'être améliorée pour qu'on soit encore plus performant. Enfin, en attendant, on est très loin de ce qu'on fait chez nous. On n'a jamais vu de multipartenariat en France sur la surveillance des délinquants sexuels. C'est ça qu'il faudrait faire. COSA. Alors COSA, c'est le verso qui a priori paraît bisounours, puisqu'on a à nouveau service de probation, police, thérapeute, etc. Mais on a un élément supplémentaire qui, je pense, intéressera particulièrement cette assemblée. On a des gens de la société générale, c'est-à-dire des bénévoles. Alors aux États-Unis, au Canada, c'est essentiellement dans le milieu religieux qu'on a trouvé ça, mais ça c'est le contexte culturel, mais ce n'est pas forcément le cas aux Pays-Bas où ça a été importé. On a des cercles de citoyens qui vont encadrer un délinquant sexuel qui sort de détention. Et c'est les plus dangereux d'entre eux. Là, on n'a pas choisi les plus agneaux, les moins récidivistes, auquel cas ça ne serait pas très intéressant en termes de prévention de la récidive. Non, ils suivent les plus dangereux, ils sont formés. Autour de ce cercle de citoyens, il y a des cercles de spécialistes avec, je répète, police, thérapeute, service de probation et ainsi de suite. Et en fait, ce sont des citoyens qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux angoisses, mais aux problèmes concrets aussi de ce délinquant sexuel. Parce qu'on sait très bien que les délinquants sexuels récidivent, certes en raison de leurs problématiques sexuelles, de leurs troubles cognitifs, et qu'il faut traiter tout ça, et bien sûr ça fait partie de ce qui est fait dans les COSA, mais il y a aussi l'isolement, il y a aussi le fait qu'ils se retrouvent tout seuls dans leur chambre d'hôtel ou dans leur foyer à tel moment, et que c'est dans ce moment-là qu'ils ont leur bouffée d'angoisse et leur pulsion, et c'est à ce moment-là qu'il y a un risque. Et donc il faut pouvoir répondre à ce moment d'isolement, parce que c'est là que le passage à l'acte risque de se produire. Donc les COSA ont été évalués, sont extrêmement efficaces sur la prévention de la récidive, et je pense que ça c'est vraiment des techniques qui sont extrêmement intéressantes, parce qu'elles marchent. On a la probation renforcée aussi. Alors ça, malheureusement, les résultats sont plus complexes. La probation renforcée, ce sont des techniques qui consistent, cette fois, on n'est pas dans les délinquants sexuels, on est dans les fameux 5%, les enquiquineurs, les multirécidivistes qui n'arrêtent pas, qui sont notamment toxicomanes par exemple, et qui sont constamment en réitération. Pour cela, les Américains d'abord, les Anglais ensuite, ont imaginé un système de probation strict. Dans la version américaine, c'est beaucoup de contrôle. Risque élevé, donc beaucoup de contrôle. Ça paraît simpliste. Le problème, c'est que ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fait baisser la récidive, sans doute parce que, et là je serais un peu en désaccord peut-être avec M. Bebin, mais sans doute aussi parce que, en fait, plus vous mettez de contrôle, plus vous allez détecter les violations. Eh oui, si vous êtes plus attentif, vous allez plus voir quand les gens font des bêtises, se réalcoolisent, prennent à nouveau des stupéfiants. Et donc, ils les ont renvoyés en prison. Puisqu'ils ont détecté plus de violations, ils ont renvoyé plus de monde en prison, dans lequel la petite dynamique qui avait éventuellement été mise en place à l'extérieur, l'entrée dans un emploi, l'entrée dans une formation a été cassée, et donc à l'arrivée, on a produit plus de récidives. Donc, résultat mauvais aux États-Unis, les mêmes méthodes en Angleterre, mauvais résultat, mais les Anglais ont peaufiné ensuite, avec des troisièmes générations, peaufiné cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, cette fois, de mettre certes du contrôle, mais de mettre surtout, et on revient avec les mêmes ingrédients toujours, de la résolution de problèmes, de mettre de l'intervention, de mettre du logement, de mettre de la scolarisation, enfin de mettre tout ce qu'on met dans un programme finalement. Et là, ils ont obtenu des résultats intéressants.
Mais, qu'est-ce que ça veut dire intéressant? Parce que nous, on parle de récidive, c'est un terme simple. Mais on a je répète, on a là des publics, troubles du comportement, addiction, retard scolaire extrêmement important, donc des gens qui ont ce que j'appelle des lourdes casseroles à porter. On ne peut pas imaginer qu'on va régler ce problème de manière simple et que ça va être fait en 5 minutes. Donc, il ne faut pas seulement veiller au taux de récidive, parce que là, on va passer à côté de certaines améliorations. Je m'explique. On peut avoir un toxicomane qui commettait, une dizaine de cambriolages par semaine pour financer son addiction. Si avec ce type de programme, vous faites baisser sa consommation de drogue, mais il ne va pas arrêter forcément, mais vous arrivez à réduire sa consommation de drogue ou d'alcool, par exemple, et que vous faites baisser le nombre de cambriolages qu'il commet. Alors je sais bien que c'est difficile à entendre ce que je dis, mais c'est déjà une amélioration très importante par rapport à des techniques habituelles de probation. N'oublions pas qu'on a le choix entre ça et autre chose. Bon, il y aura moins de victimes. C'est déjà un premier résultat. Mais ce n'est pas cette première intervention qui va marcher, ça sera peut-être la suivante. Parce que chaque fois, on aura résolu une partie des problèmes. Mais ça prend du temps parce que c'est complexe. En France, on a les placements à l'extérieur. C'est une des bonnes interventions, à mon sens, que nous avons en France, mais non évaluée. Le placement à l'extérieur, ce sont des systèmes où on retrouve finalement un certain nombre des choses que je viens d'évoquer, c'est-à-dire on va avoir à la fois le logement, l'encadrement, donc c'est des gens qui sont surveillés plus que dans d'autres contextes, on va avoir aussi un traitement des problématiques d'emploi, de formation, de scolarité, etc. Donc on met plus d'ingrédients, si vous voulez. Simplement, je ne peux pas vous dire si ça marche, puisque nous sommes en France et que nous n'avons pas évalué. Donc peut-être que c'est efficace, peut-être pas. Et puis dernier exemple, les juridictions résolutives de problèmes. Et là, on a des résultats extrêmement intéressants. Qu'est-ce que c'est qu'une juridiction résolutive de problèmes? C'est un tribunal dans lequel le juge assure le suivi du délinquant. Premier ingrédient. Deuxième ingrédient, il est spécialisé. Par exemple, il y a des juridictions drogue, des juridictions violences domestiques, des juridictions santé mentale. Il est donc spécialisé. Et ça lui donne donc une compétence particulière dans le traitement de cette problématique. Mais il ne travaille pas tout seul. Il travaille, et on remet mon ingrédient toutes les mains sur le pont, il travaille dans le tribunal, avec le service de probation, avec les soignants, avec les associations. Il y a des cours du soir, donc il y a également les formateurs, il y a également les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, enfin que sais-je. Toutes les interventions sont sur place. Ça donne quoi concrètement? Ça veut dire que quand Monsieur X quitte l'audience après avoir été condamné à suivre un traitement drogue, chez nous, qu'est-ce qui se passerait? Monsieur, il faudrait vous soigner. Monsieur sort du tribunal puisqu'il n'est pas incarcéré. Il va être convoqué par le SPIP, soi-disant rapidement, en fait des mois après. Je suis encore optimiste dans certains cas. Moi, j'ai vu des dossiers où c'est 18 mois plus tard. 18 mois plus tard, où soit ça s'est hyper aggravé, il a commis plein d'autres infractions, soit au contraire, il a arrêté de consommer des stupéfiants et tout va bien, et du coup, ça n'a plus aucun sens de lui imposer un suivi. On a les deux. Bon, non, là, il quitte le tribunal, on l'emmène à l'étage ou en bas, peu importe, et là, immédiatement, il a son rendez-vous. Chez nous, ça aurait pris un temps infini. Il va au service de probation, monsieur, il faudra aller voir un médecin. Tenez, voici quelques adresses. Débrouillez-vous tout seul pour passer vos coups de téléphone. Vous croyez qu'il va téléphoner le lendemain matin quand il aura pris des stupéfiants à nouveau et qu'il sera parti pour ses plans deal? Bien sûr qu'il ne va pas passer son coup de fil. Donc, ça ne fonctionne pas, notre système. Donc là, l'intérêt, c'est que les gens travaillent ensemble, en interaction, mais avec tout disponible, donc ils ne peuvent pas échapper, finalement, puisque c'est sur place. Accessoirement, les gens du quartier en bénéficient aussi, parce qu'ils ont aussi le droit d'accéder au cours du soir, s'ils ont envie. Voilà. Alors, je conclus en disant que, finalement, on ne fait rien de tout ça, et qu'on a un énorme chantier devant nous si on veut être efficace, mais j'ajouterais quand même que nous avons un JAP. Je travaille sur les JAP depuis un certain nombre d'années et je constate que les JAP sont efficaces, ou du moins je le suppose. En tout cas, j'ai pu les observer et c'est vrai qu'avec toutes les petites cases que j'ai listées tout à l'heure, ils en cochent un certain nombre, avec des moyens ridicules, avec une absence de coordination, mais ils cochent un certain nombre de cases, notamment la résolution des problèmes, notamment l'espèce de positionnement complexe que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité d'être à la fois dans la pose des limites, mais en même temps dans le respect et dans le traitement des problèmes. Donc ils sont parfaitement sur les clous qui ont bien été identifiés par la recherche. Mais malheureusement, les JAP sont à risque de disparition parce que nous avons un exécutif boursouflé,
En France, je lance souvent cette blague en disant nous respectons la séparation des pouvoirs en France, hein, mais à une condition, c'est que l'exécutif ait le dernier mot. Notre constitution de 58, c'est exactement ça. Hein. Et l'exécutif ne veut pas du JAP pour 2 raisons. Pourquoi? Le JAP est considéré comme étant trop gentil avec les délinquants les plus dangereux, ce qui est d'ailleurs parfaitement inexact. Et d'abord, il ne travaille pas tout seul, hein, il est dans un tribunal à 3. Ils ne sont pas angéliques dans la plupart des cas. Bon. Mais peu importe, il serait trop gentil avec les catégories des infractions les plus graves. Mais à l'inverse, et c'est surtout ça d'ailleurs qui fait qu'on voudrait se débarrasser du JAP, du côté de l'administration pénitentiaire en particulier, il ne libère pas assez de détenus, et là je parle des moins graves justement. Et là c'est ce que j'appelle la logique de la baignoire. Nous avons un système pénal, les peines planchées, etc., qui s'est quand même accentué en termes de sévérité. Les peines sont quand même plus longues aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant, mais pas forcément sur les bons, hein. Pas forcément sur les personnes sur lesquelles il faudrait matraquer, non plutôt sur d'autres profils. On est devenu plus sévère, et donc on a un problème de surpopulation. Donc plus sévère, les gens sont condamnés à des peines plus longues et ils restent plus longtemps. Mais, donc du coup, les prisons sont engorgées. Ah, que faire? Alors, problème hyper complexe, mais voilà la solution simpliste qu'on a trouvée avec la loi de 2009 pénitentiaire. Eh ben, on n'a qu'à ouvrir plus large le boulot d'évacuation de la baignoire. Au lieu de réfléchir à l'alimentation de la baignoire, peut-être, la taille de la baignoire, que sais-je, ça c'est construire des prisons peut-être. Non, on élargit le boulot. Donc, on a dit à l'électorat, mesdames et messieurs, soyez rassurés, les peines sont plus sévères, maintenant on a les peines planchées. En catimini, avec des règles hyper compliquées sur le plan juridique, dont personne n'a rien compris, les journalistes n'ont rien dit, puisqu'ils n'ont rien compris. On évacue la baignoire, les gens soit sortent très vite, soit n'y vont carrément pas. Bon. Ils passent devant le JAP d'ailleurs, directement, hein, condamnés à des peines jusqu'à 2 ans, ils vont voir le JAP leur dit alors, vous voulez quoi? Une petite brasse électronique ou quelque chose dans ce genre-là? Bon. Les JAP quand même, on les targue d'angélisme, mais moi je peux vous dire que ça, ils trouvent que maintenant on a quand même dépassé les bornes de ce point de vue-là, et qu'on n'est pas du tout crédible vis-à-vis des délinquants eux-mêmes. Hein. Avant on avait un seuil plus bas, c'était intéressant, jusqu'à 1 an. Hein. C'était intéressant de transformer des peines fermes à autre chose. Maintenant qu'on est arrivé à 2 ans, on est à un niveau où on va avoir effectivement des délinquants sexuels, par exemple, qui du coup sont dans cette catégorie. Donc, ça c'est l'idée. L'idée, c'est que ça se base, encore une fois, sur quelque chose de simpliste. Bah, soyez contents, les aménagements de peine marchent, ça a été démontré par des chercheurs français. Alain Bauer faisait allusion à ça et M. Bebin aussi. Mais non, nos recherches n'ont pas démontré que les aménagements de peine marchent. Nos recherches ont montré que les juges choisissent bien ceux qui doivent bénéficier des aménagements de peine. Vous voyez, ils font bien leur travail de tri puisque les gens récidivent effectivement moins. Donc tout ce que ça nous dit, c'est que nos magistrats, finalement, ils se débrouillent pas trop mal pour choisir qui devrait avoir un aménagement de peine et qui ne devrait pas en avoir. Pas trop mal, j'ai dit, hein, pas parfaitement. Hein, il nous manque des outils d'évaluation aussi. Mais quand même pas trop mal. Bon. C'est intéressant comme information de savoir que les juges se débrouillent pas trop mal, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est si ça marche. On a des raisons de penser que ça marche entre nous, dans d'autres contextes, avec un autre type de suivi, tel que je viens de le décrire. Si vraiment le suivi était compact, efficace, résolutif de problèmes et tout ça, on aurait de bien meilleurs résultats. Mais comme on se fiche de savoir ce qui se passe après, on se fiche de savoir si ça marche ou pas, on se fiche de savoir combien ça coûte, on peut continuer. Voilà. Donc, notre JAP est à risque de disparition, c'est peut-être le seul truc bien qu'on avait. Voilà, tout à fait dommage. Et j'espère que de la conférence de consensus à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure, ne va pas sortir, comme d'habitude, la montagne accouchant d'une souris chez nous. C'est une juriste qui le dit, une juriste déviant sur les bancs de la criminologie, mais c'est que si on croit qu'on va résoudre le problème de la récidive et accessoirement de la surpopulation avec une nouvelle réforme législative, alors là, on se met le doigt dans l'œil, voyez-vous, vraiment. Vous voyez, là, on a eu la loi récidive 1, la 2, la 3. Bon, c'était dans un autre registre politique, c'était aussi bête. Et là, maintenant, on nous dit qu'on va nous faire une peine de probation qui va, baguette magique, qui marque 2 buts à la fois. Je résous le problème de la surpopulation, je résous le problème de la récidive. N'importe quoi. Et sur l'un et sur l'autre, ça ne peut pas marcher pour des raisons complexes, on en parlera peut-être. Je suis persuadée que ça n'a aucun intérêt et que voilà, on ferait vraiment bien mieux de se poser des questions institutionnelles, de recrutement, de formation, de contenu de suivi, d'avoir des gens compétents qui savent travailler. Je vous remercie.